Bonjour à tous, bienvenue à la formation sur les scanners, formation offerte par le Club de sécurité informatique de l'Université Laval. Aujourd'hui, on va parler des scanners, dans le fond, qui est la partie de reconnaissance active. Donc, on a abordé la reconnaissance passive la dernière fois. Là, on parle de la reconnaissance active avec des scanners de reconnaissance. On va rentrer aussi dans la deuxième partie, dans le fond, d'un test d'intrusion. Donc, on se rappelle, on avait trois parties dans un test d'intrusion qui étaient la reconnaissance, l'identification des vulnérabilités, puis l'exploitation. Puis après ça, on revenait à la reconnaissance après l'exploitation, puis ça faisait une boucle comme ça faisait un cercle. Donc, on a déjà vu la reconnaissance passive, là on voit la reconnaissance active. On va voir l'identification des vulnérabilités avec des scanners de vulnérabilité. Puis, je trouvais ça trop poche de s'arrêter juste avant le moment le plus le fun dans le fond, là, qui est l'exploitation. Le bout de l'exploitation, c'est quand on va trouver une vulnérabilité, puis dans le fond, on va hacker la vulnérabilité, on va l'exploiter pour avoir accès au serveur, ou avoir accès à des données qu'on n'a pas supposées, ou en tout cas, on va exploiter la vulnérabilité. Fait que je voulais pas arrêter la formation juste au moment juste avant d'exploiter. Fait qu'on va avoir une démo à la fin de la formation où est-ce que on va aussi, en fait, on va exploiter un serveur Windows 7. On va exploiter la faille Eternal Blue, qui est, si je me trompe pas, la faille qui est à la base du ransomware WannaCry, qui est probablement l'attaque de ransomware la plus connue, je pense, dans l'histoire, qui a fait des millions de dollars en dommages. Donc on va répliquer cette attaque-là, on va attaquer un Windows 7 qui est vulnérable à Eternal Blue. Puis ça va être notre démo où est-ce qu'on va utiliser la reconnaissance active, le scanner de vulnérabilité. Puis finalement, ben, on va trouver des vulnérabilités avec le scanner de vulnérabilité, puis on va les exploiter pour réussir à rentrer dans le serveur Windows 7. Fait que belle formation qu'on a aujourd'hui. Fait que sans plus attendre, commençons. Donc, comme d'habitude, on revient un peu à notre suite de formation. On a fait toute la partie compétences fondamentales. On a commencé les bases de la sécurité en parlant de la reconnaissance passive. Là maintenant, on parle de la reconnaissance active. Ensuite, prochaine formation, on va parler des attaques web. Puis après ça, on va parler des attaques plus les attaques système puis les attaques réseau. Puis ça va conclure toute notre belle suite de formations qui va nous introduire à la cybersécurité. Je me suis rendu compte l'autre jour, je pense que depuis le début, je dis 8 formations, mais dans le fond, il y en a 7. Fait que c'est une suite de 7 formations, pas 8. Fait que c'est ça. Plan de la séance. Donc j'en ai parlé un petit peu tantôt, là on rentre plus en détail sur qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, comme depuis la dernière formation, on va parler des sources que j'ai utilisées pour monter la formation d'aujourd'hui. On va parler de la reconnaissance active, les scanners de reconnaissance, on va voir Nmap, qui est sans aucun doute le scanner de reconnaissance le plus utilisé. Donc, on va voir Nmap, on va voir comment cartographier un réseau, comment identifier le système d'exploitation d'un serveur. On va reparler un peu de TCP puis UDP. On va voir comment scanner des ports avec Nmap. On va voir que Nmap peut faire des scans de vulnérabilité aussi. On va voir les scans UDP. On va voir bon, un peu les autres options que Nmap nous propose. On va voir ZenMap, qui est la version interface graphique de Nmap, parce que Nmap, c'est un outil par ligne de commande. Ensuite, ça va clore notre section sur les scanners de reconnaissance. Maintenant, on va parler des scanners de vulnérabilité, où est-ce que là, on va revenir sur les phases d'un test d'intrusion. On va voir c'est quoi un scanner de vulnérabilité. On va voir la fonctionnalité de scanner de vulnérabilité de Nmap. On va voir Nessus Essentials, que ça va être ça notre outil de scan de vulnérabilité sur lequel on va focuser aujourd'hui. On va voir comment l'installer. Puis, bon, il me manque une petite section ici. On va avoir la démonstration que je vous parlais tantôt, où est-ce que là, on va attaquer un serveur Windows 7. Puis finalement, ben, vous êtes habitués, on a notre dernière section de pratique où est-ce que je vous donne des idées d'exercices à faire pour vous entraîner sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc les sources, aujourd'hui, il y en a moins que la dernière fois. Je me suis principalement inspiré du cours qui est offert par INE, donc Penetration Testing Basics, que je vous recommande très fortement. Si vous voulez vraiment apprendre la cybersécurité au sérieux, là, je vous recommande fortement de faire toute la formation au complet de INE. Dans le fond, c'est une formation qui est offerte gratuitement. Puis à la fin de la formation, vous avez le choix de
payer pour passer l'examen pour avoir la certification eLearn Security Junior Penetration Tester. Fait que juste faire tout le cours au complet, ça vous donne déjà une bonne base de cybersécurité. Vous allez en apprendre vraiment beaucoup. Et en plus, c'est un mélange de tutoriels avec des exemples pratiques, donc il vous donne accès à un accès VPN dans un réseau, puis il faut que vous hackiez les autres serveurs qu'il y a dans le réseau. Donc c'est un super mélange de tutoriels théoriques, puis il y a des vidéos d'explications, puis finalement, ben, vous l'essayez vous-même en essayant de hacker des trucs, c'est vraiment le fun. Tout ça, c'est offert gratuitement. Vous pouvez décider de partir de là avec toute cette information-là gratuitement. Vous n'avez rien à faire de plus que ça. Je veux dire, vous n'avez pas à rentrer un numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit, ça vous engage à rien. Mais si vous voulez avoir le papier qui dit Hey, j'ai la certification, j'ai passé ce cours-là, mais je pense que c'est 200 pièces US, quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop cher pour, euh, pour la qualité là, de la certification. En plus, l'examen de la certification est super. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment le fun. Bref, c'est de ça que je me suis inspiré. Puis, ben, le manuel en ligne de Nmap, là, j'allais allé voir aussi dans le manuel en ligne pour voir comment qu'eux autres y abordaient Nmap, qu'ils l'enseignent un peu, là. Fait que c'est ça les sources pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, commençons à parler de la reconnaissance active. Donc, bon, j'en ai déjà dit un petit peu tantôt. J'ai un peu spoilé cette partie-là de la présentation. La reconnaissance active, en fait, rappel, la reconnaissance passive, ça permet de découvrir des informations sans attaquer directement la cible. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la reconnaissance active. Donc, on va découvrir de l'information en interagissant directement avec la cible. Donc, les scanners, donc ce qu'on voit aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est un type de reconnaissance active. Ouais, c'est ça. La reconnaissance active, il faut faire attention parce que c'est illégal de scanner une cible dont on n'a pas l'autorisation de tester la sécurité. Fait que, comme je vous l'ai dit déjà quelques fois dans toute notre suite de présentations, ben TryHackMe, HackTheBox sont deux très bons exemples. Il y a aussi la formation dont je viens de vous parler, la formation qui est offerte par INE, que c'est ben, trois bons exemples d'environnement parfait pour vous entraîner à lancer vos scanners en toute sécurité et en toute légalité. Donc, commençons par les scanners de reconnaissance. Par opposition aux scanners de vulnérabilité, où est-ce on pourrait classer pas mal les scanners en deux parties, donc les scanners de reconnaissance puis les scanners de vulnérabilité, même si souvent les scanners de vulnérabilité vont avoir des fonctionnalités de reconnaissance, les scanners de reconnaissance vont avoir des fonctionnalités de vulnérabilité. C'est plus simple de le comprendre comme ça, où est-ce que on a deux grandes fonctionnalités des scanners. Une fonctionnalité que ça va être de découvrir des serveurs, où est-ce que, comme je le liste ici, ça va nous permettre de cartographier un réseau, d'identifier les actifs, donc identifier les serveurs qu'il y a dessus. Ou si c'est pas des serveurs, ça peut être des téléphones connectés, ça peut être des, euh, des caméras connectées dessus, ça peut être plein d'affaires. Bref, cartographier les actifs, disons, qui sont connectés sur un réseau. Puis identifier les caractéristiques de ces actifs-là. Donc, savoir c'est quoi, dans le fond, c'est quel type d'actif, justement. Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un serveur Linux? Est-ce que c'est un serveur Windows? Donc, euh, il va avoir façon d'identifier le système d'exploitation, identifier c'est quels ports qui sont ouverts. On se rappelle des ports qu'on a parlé dans la formation sur les réseaux. Donc, quels ports qui sont ouverts, c'est quoi les services qui sont exécutés. Donc, est-ce que c'est un serveur web, est-ce que c'est un serveur SSH, est-ce que c'est un serveur, est-ce que c'est une base de données. Donc, tout ça, on va pouvoir identifier ça avec des scanners de reconnaissance. Ensuite, on va parler plus des scanners de vulnérabilité tantôt. Où est-ce que là, les scanners de vulnérabilité, ça va nous permettre de plus attaquer la cible pour essayer de détecter des vulnérabilités dans toutes les choses qu'on a reconnues dans la phase de reconnaissance. Bref, c'est donc primordial d'utiliser un scanner de reconnaissance pour mieux identifier la surface d'attaque puis ses caractéristiques. Fait que ça sert à rien de lancer des attaques sur un serveur si on sait même pas c'est quoi son système d'exploitation, si on sait même pas c'est quoi qui est exécuté dessus, c'est quoi les applications qu'il y a dessus. Fait que plus on va aller en profondeur avec nos scanners de reconnaissance,
ben, plus notre phase après ça d'identification des vulnérabilités va pouvoir être plus efficace puis plus précise. Donc, scanner de reconnaissance, le plus utilisé, c'est sans aucun doute Nmap. Donc Nmap, bon, c'est sans doute le scanner de reconnaissance le plus utilisé. Puis cet outil, ça permet entre autres de cartographier un réseau, découvrir les actifs qu'il compose, identifier les systèmes d'exploitation, identifier les ports qui sont ouverts sur un actif, le service qui est utilisé, puis parfois le service qui est exécuté sur ce port-là, le service dans le fond qui écoute sur le port. Puis même parfois, on va pouvoir reconnaître directement la version du service. Fait que non seulement on va savoir que c'est, supposons, un serveur web Apache qui est sur le port 443, supposons, mais on va savoir que c'est un Apache avec sa version précisément. Fait que c'est de l'information très 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 intéressante pour nous. Puis bon, on va pouvoir tester certaines vulnérabilités puis certaines mauvaises configurations aussi de ces services-là puis des systèmes d'exploitation avec Nmap. Pour comprendre Nmap, on va parler de plein d'autres affaires en même temps. On va parler des commandes ping, on va parler des protocoles TCP, UDP. Fait qu'on va faire des espèces de petits zigzags comme ça, mais tout ça, ça va nous aider à mieux comprendre comment Nmap fonctionne. Parce que je veux pas juste vous montrer, ben vous avez juste à écrire cette commande-là puis ça va marcher. Non, je veux vraiment que vous compreniez Nmap, comment ça fonctionne. Puis c'est pas compliqué, mais c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne pour vraiment tirer le plus de valeur possible de cet outil-là. Donc, pour savoir si il y a un serveur sur un réseau, ben, on peut utiliser la commande ping. Donc la commande ping, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'envoie littéralement un ping à un serveur, puis le serveur va me répondre. C'est juste une façon de valider si le serveur existe ou pas. Fait que si on envoie un ping puis il n'y a personne qui répond, ben soit le serveur est configuré pour pas répondre au ping, ou fort probablement qu'il n'y a juste pas de serveur à cette adresse IP là. Fait que je vais écrire ping avec, là ici c'est écrit ping linuxhint.com, mais ça pourrait être aussi une adresse IP. Puis on voit que là, ça dit 64 bytes from linuxhint.com, fait que ça veut dire qu'il nous a répondu. Puis ici, on peut même voir combien de taxes elle a pris, puis certaines caractéristiques de la communication réseau entre les deux. Bref, on sait qu'il est en vie parce qu'il nous a répondu. Fait que ça, c'est le concept de comment comprendre s'il y a un serveur sur le réseau. Fait qu'avec ça, ben, il faudrait une façon de, supposons qu'on veut cartographier tout un réseau, donc un range d'adresse IP, une plage d'adresse IP, ben, ça nous prendrait simplement un script qui va pigner toutes les adresses IP une par une, qui va regarder qui est-ce qui répond, puis comme ça on va avoir une idée de quelle adresse IP sur le réseau qui est utilisée. Bien évidemment, Nmap fait ça, comme vous vous y attendiez probablement. Donc Nmap, ça cartographie un réseau, entre autres avec une commande ping. Puis pour utiliser la fonctionnalité de ping de Nmap, mais c'est, comme je vous ai dit tantôt, Nmap, c'est un outil en ligne de commande. Fait que la commande qu'on va écrire, c'est Nmap -sn pour dire qu'on veut faire un scan de type ping avec soit une adresse IP ou un range d'adresse IP. Donc ici, on a le /16. Si vous comprenez pas comment que ça fonctionne, le /16, je vous rapporte à la vidéo sur les réseaux. Ou juste pour mieux comprendre les adresses IP en général, c'est justement à ça que ça sert, là, de comprendre comment que ça marche les adresses IP. C'est après ça pour utiliser des scanners, où est-ce que là on va pouvoir bien cibler exactement quelles adresses IP qu'on veut scanner. Donc on peut l'écrire comme ça avec le /16. On peut l'écrire aussi avec des étoiles que ça va, dans le fond, entre les deux points ici, ça va écrire de 0 à 255. Puis de 0 à 255 ici aussi. Fait que les étoiles, ça veut dire remplace l'étoile avec n'importe quel chiffre entre 0 et 255. Et ici, le dernier exemple qu'on a, c'est, on peut dire aussi ping toutes les adresses IP entre 172.0.0.1 puis 172.0.0.12. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Et ça, c'est toutes des façons d'écrire des différents ranges d'adresses IP ou simplement une seule adresse IP. Donc ce que ça va nous retourner, est-ce que Nmap il va nous
nous écrire dans la console, il va nous retourner la ligne des adresses IP qui ont répondu. Ici, j'ai un exemple de ping scan, on va l'appeler le ping scan de Nmap. Donc, on a écrit nmap-sn avec une adresse IP. En fait, avec les adresses IP de 1 à 255, ici. Puis lui, il a même écrit --exclude avec le numéro 141. Donc, ça va pas pigner cette adresse IP-là en particulier. Fait qu'Nmap, il nous a répondu. Il nous a dit, bon, starting Nmap avec la version, avec l'heure où est-ce qu'il a commencé. Ensuite, il nous dit, bon, ça c'est le report pour l'adresse IP 172.31.124.142. Fait qu'on sait que cette adresse IP-là a répondu. Là, tout ce que le report il nous dit, c'est host is up, parce qu'un ping scan, ça va nous donner aucune information sur c'est quoi le système d'exploitation, c'est quoi les ports ouverts, tout ça. Ça nous dit juste s'il y a en vie ou pas, si le serveur existe ou pas. Fait ici, on a un report, donc un rapport à propos de cette adresse IP-là. Puis le rapport, tout ce qu'il contient, c'est juste la ligne host is up. Fait que ça nous dit juste, ben, le serveur existe. Puis finalement, il nous dit, le scan est fini. On a scanné 254 adresses IP. Il y en a un seul qui est up, donc il y en a une seule qui a répondu. Puis notre scan, il s'est passé en 10 secondes. OK. Fait que c'est comme ça qu'on interprète le résultat de la commande. Maintenant, on sait comment mapper un réseau, disons. Le mot mapper est peut-être pas bon, là, mais identifier tous les serveurs qu'il y a sur le réseau. Maintenant qu'on a la liste des adresses IP, ben, on va vouloir identifier leur système d'exploitation. Fait que pour identifier le système d'exploitation, c'est "-o" majuscule. Fait qu'on va avoir nmap-o majuscule avec l'IP. Fait que ça peut être, ben, pareil comme tantôt, soit une adresse IP ou un range d'adresse IP écrit de n'importe quelle façon qu'on a vu tantôt. Ça peut être avec des étoiles, ça peut être avec des petits traits où est-ce qu'on met un range de, supposons, l'adresse IP 3 à l'adresse IP 35. Ou avec un slash si vous voulez l'écrire comme ça aussi. Puis ça nous retourne une estimation du système d'exploitation qui est probablement sur la cible. Fait que ça ne va pas nous dire, ou en tout cas rarement, c'est ce système d'exploitation-là, c'est certain. Surtout dans des cas où est-ce que, comme Linux, où est-ce qu'on sait pas exactement, est-ce que c'est Ubuntu, est-ce que c'est Linux Mint, est-ce que c'est... Bon, des fois, ça peut être des systèmes d'exploitation qui sont vraiment proches. Fait que, il va pas être certain c'est quoi, mais il va nous donner un pourcentage de probabilité que ce soit quel type de système d'exploitation. Fait qu'ici, ben, on a une autre commande. On a, la personne, elle a fait nmap. On a le sudo ici qui veut dire fait la commande en tant qu'administrateur. Fait que lui, il a roulé nmap en tant qu'administrateur avec -o. Fait que ça veut dire qu'il veut identifier le système d'exploitation. Puis bon, il a mis l'adresse IP 192.168.1.1. OK. Fait que là, on a la même ligne que tantôt. On a la version d'nmap avec l'heure où est-ce qu'il l'a lancé. Là, il nous dit nmap scan report pour l'adresse IP. Là, maintenant, on a beaucoup plus de contenu. On a encore le host is up. Mais là, on a beaucoup plus de contenu sur tout ce qui est en lien avec... ben, sur notre cible, dans le fond. Fait que ici, on a tous les ports qui sont ouverts. Ça, c'est à cause que... c'est à cause du scan TCP qu'on va voir tantôt. Qui est un peu... que Nmap, il va faire. Si tu ne spécifies pas de ne pas le faire, il va le faire. Fait que ça, on va y revenir tantôt. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est encadré en rouge. Ici. Puis ça nous dit... ça, c'est ce qui est retourné par le -o, dans le fond. Ça nous dit que ce qui run, c'est Linux 2.6. quelque chose. Fait qu'il nous dit c'est probablement Linux entre 2.6 puis 19, puis 2.6 puis 36. Fait qu'au moins on sait que c'est un Linux, on sait que c'est pas un Windows ou quoi que ce soit. Au moins ça nous donne une très très bonne idée de c'est quoi le système d'exploitation. Parfait. Fait que là, on sait comment tout mapper un réseau. On sait comment identifier les systèmes d'exploitation qu'il y a sur ces adresses IP là qu'il y a dans le réseau. Maintenant, on fait, comme je disais tantôt, une petite parenthèse parce que là, on va parler des ports. Donc, les ports, petit rappel, c'est comme un numéro de porte d'un appartement. Et chaque service, par exemple, un site web, une base de données, un serveur mail,
qui est ouvert à Internet, donc qui écoute à Internet, qui communique avec Internet, ça écoute sur un port. Les services qui écoutent sur des ports, ben, ils acceptent généralement un des deux protocoles, qui est soit le protocole TCP ou le protocole UDP. C'est quoi la différence entre le TCP et le UDP? Ben, ça se décrit très bien par cette image-là. Fait que TCP, lui, il nous dit, même le texte ici est important. Ça dit, est-ce que tu veux voir un meme sur le TCP? L'autre, il répond, oui, je voudrais recevoir un meme sur le TCP. D'accord, voici le meme, est-ce que tu l'as reçu? Oui, j'ai reçu le meme. Excellent, donc notre communication est terminée. Puis l'autre répond, ben merci. Puis UDP, ben il fait juste pitcher les paquets, il fait juste pitcher l'information. C'est vraiment ça la grosse différence entre le TCP. Le TCP, c'est plein de petites communications où est-ce que les deux vont s'assurer qu'ils ont vraiment reçu les bons messages. Fait que ça, c'est pour s'assurer de la qualité de la transmission. On va être certain qu'il n'y a pas d'erreur dans la transmission. Fait qu'on privilégie la qualité plutôt que la quantité. Ça va être le cas quand on veut envoyer, supposons, un courriel, envoyer une image, envoyer des choses qu'on veut pas qu'il y ait de problèmes de transmission, puis que ça crée que la personne ne reçoive pas la bonne information. Par contre, ça, ben, ça prend beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois, ben, le serveur envoie une question au client, le client il répond, il dit oui, j'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé, le serveur il renvoie de la nouvelle information, le client il dit oui, j'ai bien reçu ce que tu as envoyé. Puis UDP, ben en fait, on va avoir des cas où est-ce que on peut pas se permettre de tout le temps valider. Ça prend quelque chose qui va nous shooter beaucoup d'informations, très rapidement. Fait que c'est ça que ça sert le UDP. On fait juste tirer les données, puis on espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs dans la transmission. Fait que ça, c'est le cas pour, par exemple, des vidéos en live. Donc, quand vous faites un appel, soit sur Teams ou sur Zoom, si vous faites un appel par Internet, donc un Voice over IP, ça aussi, c'est envoyé par UDP. Fait que c'est pour ça que des fois, la qualité de... En fait, pas des fois, là, tout le temps, la qualité d'une vidéo que vous recevez par Teams va souvent être beaucoup moins bonne qu'une vidéo que vous regardez, supposons, sur YouTube. Parce que quand c'est une vidéo en live, ben on peut pas se permettre de tout le temps valider la qualité de l'information qui est envoyée. On fait juste tout pitcher l'information puis on espère qu'il n'y a pas trop de problèmes. Fait que c'est vraiment ça la différence entre le TCP et l'UDP. Fait que là, on va parler plus en détail de la communication TCP. La communication entre un serveur et un client avec le protocole TCP s'engage avec ce qu'on appelle une TCP three-way handshake. Donc une poignée de main à trois paquets. C'est ce qui engage la communication TCP. Fait que les 3 paquets, c'est quoi? Ben, le premier paquet, c'est le paquet SYN. Donc, c'est le client qui veut se synchroniser avec le serveur. Donc, on a le premier ici. Le serveur va répondre avec un acknowledge, donc un acknowledge de la synchronisation. Le serveur, il dit, dans le fond, il confirme qu'il est prêt à engager dans une communication. Puis le client, il répond avec un autre acknowledge. Donc il dit, oui, je confirme que j'ai reçu ta confirmation. Donc là, on voit vraiment la grosse différence avec le UDP, parce que le UDP, il fait juste tout shooter. Mais là, ici, le client, il demande le droit de se connecter. Le serveur, il répond, oui, je te donne le droit de te connecter. Puis le client, il répond, j'ai reçu ta confirmation que je voulais me connecter. Donc, la différence entre si le port est ouvert et si le port est fermé. Si le port est ouvert, ben, ça va faire comme je viens de décrire. Donc, le premier, il va demander de se synchroniser. Le serveur, il va répondre qu'il a bien reçu la demande de synchronisation. Puis, le client, il va répondre qu'il a bien reçu le message qui confirme la réception de la synchronisation. Ensuite, si le port est fermé, là, ici, c'est beaucoup plus simple. Le client, il envoie une demande de synchronisation. Puis, le serveur, il répond avec un paquet de type RST, donc un reset. Donc il va dire j'ai bien reçu ta demande de communication, mais je veux pas communiquer avec toi. Donc c'est ça que le serveur répond quand le port est fermé. Donc quand il n'y a aucun service qui écoute sur ce port-là. Ce qui fait que si on voulait scanner pour tous les ports ouverts sur un serveur, ben on ferait ça comme ça en fait.
on enverrait un paquet de synchronisation à chacun des ports un par un. Si le serveur y répond avec un acknowledge de la synchronisation, ça veut dire qu'il est ouvert. S'il répond avec un reset, ça veut dire qu'il est fermé. Ensuite, on répond nous autres aussi avec notre acknowledge, notre troisième acknowledge. Puis finalement, on envoie un reset pour dire que finalement, on voulait pas vraiment se connecter, on voulait juste vérifier s'il était ouvert ou pas. Fait que ça, ce serait notre communication si un port est ouvert, puis notre communication si le port est fermé. Fait que c'est pas compliqué, c'est ce que Nmap fait directement. Donc quand Nmap fait un scan de port TCP, c'est ce que Nmap va faire. Donc on va appeler ça un TCP Connect Scan. Puis pourquoi on appelle ça de même, c'est parce que quand le port est ouvert, on prend la peine de se connecter au complet. Ça va être en opposition à un autre scan qu'on va voir tantôt, où est-ce que, à la place de faire toute la connexion au complet puis la recette, on va juste couper la connexion au complet. Ça va être un autre scan qu'on va voir tantôt. Mais là, ce qu'on vient juste de voir, c'est le TCP Connect Scan. Donc, c'est quoi les points positifs et les points négatifs de ce scan-là en particulier? C'est que les serveurs, ils journalisent, donc ils loguent. Donc, loguer, ils vont écrire dans des fichiers texte, ils vont décrire tout ce qui s'est passé en termes de communication avec entre le serveur et d'autres adresses IP. Fait que le serveur, il va garder des traces de toutes les connexions TCP complètes qui sont réalisées avec le serveur. Fait qu'on dit dans ce temps-là que les TCP scans, ou plutôt les scans TCP Connect, c'est des scans qui sont plus bruyants. Fait qu'ils sont faciles à détecter. Les serveurs, si un serveur a un antivirus ou un firewall dessus, il va détecter quand il y a un scan TCP Connect dessus. Donc c'est ça, un pare-feu qui est installé sur le serveur pourrait facilement détecter le scan puis bloquer notre adresse IP. Par contre, les TCP Connect Scan ou les scans TCP Connect sont souvent plus précis, puis ça va nous permettre parfois d'identifier c'est quel type de service. Fait on va avoir plus de précision, mais on a plus de chances de se faire détecter. Donc en général, on va utiliser le scan TCP Connect quand c'est pas grave que la cible elle nous détecte. Fait que quand on va faire, supposons, un test d'intrusion, ou est-ce que, comme vous devriez avoir le droit, là, si vous avez le droit de faire le test d'intrusion, ben comme ça, c'est pas grave de prendre un scan TCP, tout dépendamment du type de test d'intrusion que vous faites. Ou si vous êtes en train de vous pratiquer sur du hack the box ou du try hack me, ben là, vous savez que, en tout cas probablement, qu'il n'y a pas de firewall dessus. Fait que vous pouvez y aller avec les TCP Connect Scan, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, là, vous ne vous ferez pas bloquer par le serveur. Mais si vous êtes en train de faire un test d'intrusion, ou est-ce que dans les buts du test d'intrusion, c'est aussi de valider si l'organisation va se rendre compte que vous êtes en train de le hacker, parce que des fois c'est le cas dans certains tests d'intrusion, ils vont vouloir tester non seulement si vous êtes capable de hacker leur serveur, mais aussi si leur équipe interne est capable de se rendre compte que vous êtes en train de hacker le serveur. Fait que si ça c'est un enjeu dans votre test, ben on va voir l'autre type de scan qui est moins bruyant puis qui a moins de chances de se faire remarquer que le TCP Connect Scan. Donc, je vous ai un peu apporté à ce scan-là. On a vu le TCP Connect Scan. Ensuite, le TCP Syn Scan, donc le scan de synchronisation. Dans le fond, le Syn Scan, la commande sur Nmap, on va voir tantôt que c'est SS. Fait que c'est pour ça qu'il a été surnommé aussi le Stealth Scan. Donc stealth pour comment que je dirais ça en français, c'est comme plus furtif, c'est ça. Donc le scan furtif, c'est quoi la différence? C'est simplement que, bon, quand le port est fermé, ça change pas. On va envoyer une demande de synchronisation, le serveur va nous répondre avec un reset. Par contre, quand le port est ouvert, on va envoyer une demande de synchronisation, le serveur va nous répondre avec un acknowledge de notre demande de synchronisation, puis on va simplement répondre avec un reset. Donc on va pas répondre avec un acknowledge. Ça va faire que notre connexion elle s'est jamais complétée, fait qu'elle va rarement être loguée par le serveur. Ça va faire une grosse différence parce que ça va faire qu'il y a beaucoup moins de chances qu'on se fasse remarquer dans notre scan. Par contre, on va avoir moins d'informations. Donc, le TCP Syn Scan ou le Stealth Scan, mais comme la connexion n'est pas complète,
il manque le acknowledge final de la part du client, mais la connexion est généralement pas journalisée, généralement pas loguée. Fait que maintenant, comment tout ça, ça se traduit dans les commandes Nmap? Ben, Nmap, les commandes en général, ça s'écrit toujours comme ça. Ça s'écrit Nmap avec le type de scan qu'on veut faire, les différentes options qu'on veut rajouter, puis notre cible, notre target en anglais. Puis, on a parlé des différents types de scans. Donc, le TCP Connect Scan, on va écrire à la place de scan type, on va écrire "-st" majuscule. Puis, ça revient à ce que je parlais tantôt. C'est le scan qui est utilisé par défaut. Fait que si vous faites juste "-o" majuscule, que ça rentrerait dans les options, c'est l'identification du système d'exploitation. Mais Nmap, par défaut, si vous n'avez pas spécifié SS, ben, il va faire un scan ST, donc il va faire un TCP Connect Scan. Ensuite, si vous voulez pas que Nmap fasse un TCP Connect Scan, ben vous pouvez écrire "-s" majuscule, ça va nous faire un TCP SYN Scan ou un TCP Stealth Scan. Finalement, si vous utilisez le "-SV, donc un scan de version, ben ça sous-entend un scan TCP Connect. Puis ça va nous permettre non seulement d'identifier les ports qui sont ouverts, mais aussi d'identifier les versions des services qui roulent sur les ports. Donc c'est un TCP Connect Scan, mais avec encore plus d'échanges. Donc, Nmap va commencer par faire une connexion complète avec le serveur, puis il va regarder qu'est-ce que le serveur répond après la connexion. Puis avec ça, il va être capable d'identifier quel service qui roule dessus, puis quelle version de ce service-là. Ensuite, on va pouvoir spécifier aussi une plage de port. Donc, tantôt, ça va rentrer ça dans le target, dans la cible. Tantôt, on a vu qu'on peut spécifier une plage d'adresse IP ou une adresse IP tout seul, mais on va pouvoir aussi spécifier une plage de port avec ou des ports individuels. Donc, quand c'est séparé par une virgule, c'est des ports individuels. Donc ici, je voudrais scanner seulement pour le port 80 et le port 443. Ensuite, ben pareil comme tantôt, quand on le sépare avec un tiret, ça veut dire qu'on veut le range, on veut la plage de ports entre ces deux valeurs-là. Donc on va scanner pour les ports de 1 à 1000 ici. Finalement, une petite commande cheeky qui est super pratique. Si vous faites "-p-", ça va nous scanner tous les ports au complet. Donc, si je me rappelle bien de notre formation sur les réseaux, c'est du port 1 à 65 000, quelque chose comme 65 535, quelque chose comme ça. Donc ça va nous scanner tous les ports. Puis par défaut, Nmap il scanne les 1000 ports les plus souvent utilisés. Fait que Nmap, il y a une espèce de grosse base de données avec les ports qui sont les plus souvent ouverts sur les serveurs, puis il va scanner les 1000 plus souvent ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Là maintenant, ça vaut la peine de faire une petite récapitulation. Supposons qu'on veut faire une commande Nmap au complet. On va écrire Nmap avec notre type de scan. Ici, on a choisi un SYN scan, donc un stealth scan aussi, donc les scans qui sont les plus furtifs. Je vais le faire sur les ports de 1 à 1000, puis sur toutes les adresses IP de 127.0.0.0 à 127.0.0.255. C'est ça que l'étoile ici elle veut dire. Donc, bon, c'est exactement ce que je viens de dire ici. Un autre exemple. Nmap-SN ici avec encore une fois 127.00 étoiles. Ici, on va faire un ping scan. Donc, c'est un scan ici d'identification des serveurs qui sont actifs. Donc, on va faire un ping scan sur les adresses IP de 127.0.0.1 à 127.0.0.255 pour vérifier quelles adresses IP sont associées à des serveurs pour donc cartographier un réseau. Bon, depuis tantôt je dis map, le bon mot c'est cartographier. Donc, cartographier un réseau, le "-SN ici. Finalement, une commande qui est utilisée souvent quand c'est vraiment pas grave là, de se faire remarquer par le serveur. Donc quand on n'a pas besoin d'utiliser le SYN scan parce qu'on veut pas se faire remarquer dans notre scan,
quand on peut vraiment balancer toute la sauce, disons, là. Mais on va souvent faire un Nmap-SV, donc pour faire un scan de version. On se rappelle que le scan de version sous-entend aussi un TCP Connect Scan, donc le ST de tantôt, qui est sous-entendu dans le SV. Un "-o" pour identifier aussi le système d'exploitation. "-p-", donc on scanne pour tous les ports du serveur. Puis ici, on a spécifié le RSP 127.0.0.1. Donc, Nmap va performer un scan de détection de version sur tous les ports de l'adresse IP 127.0.0.1, ainsi que détecter le système d'exploitation. Ensuite, petite page sur les scans UDP. Je voulais pas rentrer dans les détails de comment la connexion UDP fonctionne. Donc, simplement savoir que pour faire un scan UDP, ben, c'est SU, comme on voit ici. Donc, Nmap SU avec, bon, des options ici que j'ai pas écrit, puis la cible. Puis ça va performer un scan UDP. Donc, le scan UDP prend beaucoup plus de temps à performer que des scans TCP. Fait que c'est souvent recommandé, en fait, je vous recommande de simplement laisser le port par défaut, donc de ne pas spécifier "-p", ou est-ce que par défaut, ben, Nmap va prendre les 1000 ports les plus utilisés. Puis juste ce type de scan-là, juste des scans UDP sur 1000 ports, ça va nous prendre souvent jusqu'à 30 minutes pour faire un scan. C'est vraiment long faire ce scan-là. C'est pour ça que je vous recommande de prendre 1000 ports, et de ne pas prendre les 65 000, parce que sinon votre scan, il va juste jamais finir, il va prendre 2 jours à se compléter. C'est pour ça que moi, généralement, quand je fais des scans UDP, je fais juste pas spécifier le P, fait que Nmap, par défaut, va prendre les 1000 ports les plus utilisés. Par contre, il ne faut pas négliger les scans UDP, parce que les services UDP ne vont pas répondre aux scans TCP. Fait que quand vous allez faire un gros scan TCP sur tous les ports, ben ça se peut qu'il y a des ports que vous voyez qui sont pas ouverts. Puis finalement, ben c'est parce que, pas vraiment qu'ils sont pas ouverts, c'est juste qu'ils répondent pas au TCP, ils répondent juste au UDP. Fait qu'il faut toujours quand même prendre le temps de faire le gros scan de 1 demi-heure au cas où qu'il y a des services UDP qui n'ont pas répondu à notre scan TCP tantôt. Autre option de Nmap qui peuvent être utiles. Dans les options, "-p majuscule N va faire qu'on va prendre pour acquis que la cible existe même si elle répond pas au ping. Ça, c'est quand on sait qu'il y a un serveur qui existe dans le réseau, mais que quand on fait notre commande de ping, le serveur il répond pas. Ça, des fois, les serveurs sont juste configurés pour pas répondre au ping. Mais quand vous savez que cette adresse-là, elle existe, ou qu'il y a un serveur plutôt qui répond sur cette adresse IP-là, mais que Nmap, dans le fond, quand vous allez lancer votre scan Nmap, Nmap va juste répondre que le serveur répond pas. Est-ce que vous pouvez écrire, c'est "-p majuscule N, puis ça dit, ben continue ton scan même si le serveur ne répond pas, parce que moi je sais qu'il y a un serveur là. Fait que continue tes scans, puis Nmap va faire ses scans pareil, il va pas retourner d'erreur. Puis finalement, ben, il va retourner le résultat de ses scans pareil. Ensuite, "-a, ben c'est un peu l'équivalent de notre super méga scan de fou de tantôt, avec le "-o", "-sv", puis il va rajouter aussi "-sc", que c'est la fonctionnalité de scan de vulnérabilité de Nmap. Donc c'est les scans par défaut de Nmap qui va venir ajouter. On va rentrer plus en détail dans les scans de vulnérabilité de Nmap tantôt. Mais "-a, c'est A pour all dans le fond, ça veut dire lance tous tes scans sur le serveur. Ça aussi, ça peut être pratique. Puis finalement, ben, si vous vous rappelez plus de tout ce que je vous ai annoncé depuis tantôt, là, Nmap-H, ça va vous sortir une belle liste de toutes les options que vous pouvez utiliser avec Nmap. Maintenant, mes recommandations personnelles. Ce que je vous recommande, c'est de faire ces 3 scans-là quand vous vous attaquez à une cible que c'est pas grave que vous fassiez détecter. Commencez par un scan "-ss", donc un stealth scan, sur toutes les adresses, sur tous les ports d'un serveur. C'est quand vous attaquez un serveur en particulier. Ça va vous permettre d'identifier tous les ports qui sont ouverts. Ensuite, à partir de cette liste de ports-là, ben là, vous pouvez faire des scans qui vont prendre plus de temps. Donc le "-sc", "-sv", "-o", avec la liste de ports que vous avez découvert à l'autre scan d'avant.
puis l'adresse IP. Bon, comme j'ai dit tantôt, -SC, -SV, -O, tout ça, ça peut être remplacé par -A majuscule. Puis finalement, ben, un scan UDP, donc -SC, -SV, -SU, où est-ce que là, à la place de tester pour les scripts de vulnérabilité puis les versions des services TCP qu'on a ici, mais ici, ça va être testé pour les vulnérabilités, les versions des services UDP, avec encore une fois notre adresse IP. Donc là, on se rappelle que, en tout cas, moi, je spécifie pas la plage de port parce que je prends les 1000 ports les plus utilisés qui sont. C'est ce qui est utilisé par défaut par Nmap. Donc, c'est ça. Pour les situations où est-ce que c'est pas grave que le scan soit détecté comme hack the box ou certains tests d'intrusion ou try hack me. Ça, c'est ma recommandation personnelle. Ensuite, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est par ligne de commande, comme on a vu tantôt avec les petits screenshots, puis comme on va voir plus tard dans la démonstration, où est-ce que là, je vais utiliser Nmap aussi. Mais ce que vous pourriez vouloir aussi, c'est quelque chose d'un peu plus graphique. Et cet outil existe, c'est l'outil qui s'appelle ZenMap. Donc c'est fait par la même équipe qui a fait Nmap. Puis c'est Nmap avec une interface graphique. Donc c'est utile surtout pour le volet cartographie du réseau, parce que là on va pouvoir avoir, ben, comme l'image est décrite ici, une espèce de carte de tous les actifs qui sont sur le réseau, donc tous les serveurs et toutes les autres choses qu'ils pourraient avoir sur notre réseau. Ben, on va avoir une belle carte avec des codes de couleurs qui vont nous dire peut-être c'est quoi le système d'exploitation. Ça va peut-être pouvoir nous dire aussi certains services qui roulent dessus. Donc, c'est intéressant quand même à tester comme outil. Pour des cas, justement, où est-ce que vous voudriez avoir une meilleure idée, surtout des réseaux où est-ce qu'il y a juste un ou deux serveurs, c'est pas trop pire, mais quand vous êtes rendu avec un réseau avec comme 20 serveurs, ben, ça peut être vraiment pratique d'avoir quelque chose de plus visuel pour savoir quel serveur qu'il y a dans notre réseau. Donc tout ça, c'était notre phase de reconnaissance. Fait que notre dernière vidéo sur la reconnaissance passive avec la partie jusqu'à maintenant de la formation. Tout ça ensemble, ça va faire notre phase de reconnaissance de notre test d'intrusion. Maintenant, on rentre dans l'évaluation des vulnérabilités avec les scanners de vulnérabilité. Fait que les phases du test d'intrusion, on se rappelle, on commence par la reconnaissance, ensuite l'évaluation des vulnérabilités, puis finalement l'exploitation. Puis une fois qu'on va avoir exploité, là, c'est peut-être pas nécessairement clair dans votre tête encore, mais on va mieux le comprendre avec ma démonstration de tantôt. Mais une fois qu'on exploite quelque chose, généralement, on a accès à quelque chose qu'on n'avait pas accès avant. Fait que c'est pour ça que notre reconnaissance recommence, ou est-ce que là, on recommence on est dans un nouvel environnement qu'on connaît pas, fait qu'on va recommencer notre phase de reconnaissance pour faire la reconnaissance sur cet environnement-là, en tout cas, vous comprenez. Ça va être plus clair tantôt dans la démonstration où est-ce qu'on va hacker le serveur Windows 7. Donc, les scanners de vulnérabilité. Mais quand une vulnérabilité est découverte, en général, des fois ça peut être une certaine base de données pour une certaine version, ben, quelqu'un qui va découvrir une vulnérabilité, puis il va rendre cette vulnérabilité-là connue au monde entier dans une base de données internationale des vulnérabilités de différents produits. Fait que quand une vulnérabilité est découverte, ben, les membres de la communauté du hacking vont écrire parfois des exploits qu'on appelle. Donc c'est des scripts qui valident et qui exploitent automatiquement la vulnérabilité. Fait que supposons que je suis un chercheur en cybersécurité, parce que moi, j'essaie de découvrir des nouvelles vulnérabilités dans différents produits. Fait que ça peut être un routeur, ça peut être supposément dans Windows. Mais peut-être que pour la version de Windows en ce moment, ben moi je pourrais être un chercheur en cybersécurité puis essayer de trouver des vulnérabilités dans Windows. Puis, ben une fois qu'un chercheur trouve une vulnérabilité, généralement il va le dire et il va le dire à un organisme qui s'occupe de rassembler toutes les vulnérabilités qu'il y a dans le monde, qui ont toutes été découvertes. Puis ça va rentrer, la vulnérabilité va se faire donner un numéro d'identifiant unique.
puis ça va être rentré dans la base de données pour que tout le monde sache que cette version-là de Windows, elle a telle vulnérabilité, puis ça va nous décrire c'est quoi les impacts de la vulnérabilité, puis le contexte de la vulnérabilité, bref. Bref, c'est ça. Puis des fois, les chercheurs, ben, ils vont écrire des exploits, donc des scripts qui vont valider automatiquement la vulnérabilité, puis des fois qui vont exploiter automatiquement la vulnérabilité aussi. Fait que les scanners de vulnérabilité, ben, c'est simplement un tool, un outil qui va rassembler tous ces scripts-là tout à la même place. Donc une grande quantité de scripts de validation de vulnérabilité, puis qui vont tester la cible pour essayer d'énumérer les vulnérabilités. Fait qu'ils vont lancer un par un chacun de ces scripts-là sur notre cible, puis quand il y a un script qui va dire ah ouais, il y a de l'air d'avoir cette vulnérabilité-là, ben il va prendre ça en note, puis à la fin il va nous écrire un beau rapport avec toutes les vulnérabilités qui sont sorties dans son analyse de la cible. Donc Nmap a une fonctionnalité de scanner de vulnérabilité. Fait que pour lancer, dans le fond, on peut utiliser cette fonctionnalité-là de deux façons différentes, soit avec -sc ici comme option. Ça va, c'est majuscule. Ça va lancer les scripts de vulnérabilité par défaut. Donc, si je comprends bien, c'est les scripts de vulnérabilité qui vont être un peu moins, qui vont être moins dommageables, disons. Fait qu'ils n'ont pas de chance de briser le serveur, disons. Il n'y a pas de chance que le serveur il plante en faisant ces scans-là. Fait que c'est moins dangereux. Dans un cas où vous faites un test d'intrusion, des fois vous faites un test d'intrusion sur quelque chose qui est en production, donc quelque chose qui est utilisé en ce moment par des vrais utilisateurs légitimes. Fait que dans ce cas-là, vous voulez éviter de lancer plein de scripts automatisés puis que le serveur y plante. Ben, SC, c'est les scripts de vulnérabilité, mais les scripts par défaut uniquement. Fait que ça va être moins dangereux. Par contre, si vous voulez lancer tous les scripts de vulnérabilité, donc on dit que c'est beaucoup plus intrusif, ben on écrit, là ici je pense qu'il y a une faute, là c'est moins script, il manque un moins ici. Donc moins script égale vuln avec un S, ça va nous envoyer tous les scripts de vulnérabilité sur la cible. Donc ça c'est la fonctionnalité de scanner de vulnérabilité de Nmap. On va l'utiliser tantôt dans notre démonstration. Mais ce qu'on va voir aussi plus en détail, qui est un scanner de vulnérabilité qui est plus avancé, c'est Nessus. Donc Nessus, c'est quoi? C'est un scanner de vulnérabilité avancé qui permet plusieurs types de scans selon la cible. Fait qu'on va pouvoir tout configurer notre scan pour dire, ben c'est un serveur Windows, ou c'est un site web, ou c'est un serveur Linux. Ben, évidemment, un site web, c'est pas un type de système d'exploitation, mais supposons que j'ai un Linux avec un site web, ben là, je vais pouvoir configurer mon scan pour dire, ben, c'est un Linux, ma cible, c'est un Linux avec un site web. Fait qu'il va choisir ses scans en fonction de ce type de cible-là. Puis, c'est la version gratuite de Nessus Professional. Donc, Nmap, c'est quelque chose de open source. Ici, Nessus, ça appartient à une compagnie privée, donc qui est une compagnie qui s'appelle Tenable. Puis ça, c'est la version gratuite de leur produit qui est payant, qui est Nessus Professional. Mais cet outil-là, Nessus Essentials, il est gratuit. Fait qu'on va faire un petit tour rapidement sur comment l'installer. Et on s'en va sur www.tenable.com/products/nessus Essentials. Le lien va être dans la description comme d'habitude. Puis ça nous apporte à une belle page comme ça où est-ce qu'il nous demande notre nom de famille, puis un courriel. Fait qu'on rentre ça ici, on clique sur Get Started. Puis ça va nous apporter ici, donc Thank you for registering for Nessus Essentials. Par courriel, vous allez recevoir un Activation Code. Puis on clique ici pour télécharger Nessus. Donc on clique sur Download. Ça nous apporte à une page de téléchargement. Puis c'est là qu'il faut choisir, c'est, en tout cas si vous êtes soit sur Kali ou sur Parrot, il faut choisir ici la version pour Debian avec l'architecture AMD 64. Fait qu'on clique ici pour le télécharger. Puis finalement, plus haut dans la page, vous
plus haut dans la page, on a aussi un petit bouton Get Activation Code. Fait que si vous ne l'avez pas reçu par courriel, cliquez là-dessus, ça va vous renvoyer un courriel. Parce que vous avez besoin d'un code d'activation pour pouvoir activer votre Nessus. Donc normalement, vous avez téléchargé le package de Nessus. Maintenant, il va falloir que vous roulez la commande ici. Donc, sudo pour faire la commande comme administrateur. dpkg, c'est un gestionnaire de package. Donc, c'est un peu l'installeur de Linux, un des installeurs de Linux. Donc, ça va nous permettre d'installer le package. Donc, dpkg-i avec le package qu'on vient juste de télécharger. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. On voit que je l'ai fait la première fois puis que j'ai oublié d'écrire sudo. Fait que là, ça m'a fait simplement une erreur pour dire que ça me prend les privilèges d'administrateur, donc de super user. Fait que je l'ai réécrit, puis un petit truc quand vous êtes quand vous utilisez un terminal Linux. Ça arrive souvent d'écrire des commandes puis d'oublier d'avoir écrit sudo au début, qu'à place de réécrire toute la commande au complet en écrivant le sudo au début, vous pouvez simplement écrire sudo espace point d'exclamation, puis point d'exclamation sur Linux. Ce que ça veut dire, c'est l'autre commande d'avant. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va écrire sudo avec l'autre commande d'avant. Fait que c'est ce qui est écrit plus bas ici. Donc, j'ai écrit ma commande. Bon, plein de blabla. Puis finalement, si ça fonctionne, vous devriez avoir ces deux petits messages-là. Ça dit, vous pouvez lancer le scanner Nessus en tapant avec une commande ici, qui est bin systemctl start nessussd.service. Puis finalement, après ça, vous pouvez aller sur https://parrotos ou localhost 2.8834 pour configurer votre scanner. Moi, je trouvais que cette commande-là est difficile à se rappeler par cœur. Fait que ce que je vous recommande, si vous trouvez aussi que c'est trop long à taper ou que c'est trop compliqué à se rappeler, vous pouvez créer un alias. Donc, j'ai créé un alias qui s'appelle Nessus. J'ai écrit Nessus égale, puis entre single quotes, j'ai écrit la commande ici, donc le bin systemctl start nessussd.service. Puis ce que ça va faire, c'est que quand je vais écrire dans ma console, quand je vais écrire simplement Nessus, mais ça va exécuter cette commande-là. Donc c'est beaucoup plus rapide à taper que d'avoir à se rappeler de toute la commande. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va lancer le service Nessus, puis après ça, vous pouvez accéder à Nessus à partir d'un navigateur, donc à partir d'un browser. C'est l'heure de notre démonstration. Fait que la démonstration de Eternal Blue, qui est la vulnérabilité dont je vous parlais tantôt, on va hacker un serveur Windows 7 et on va tester Nmap dessus, on va tester Nessus dessus, on va voir Metasploit, qui est une espèce de méga outil pour exploiter des vulnérabilités. Puis on va réussir à hacker un serveur Windows 7, à se connecter sur le serveur, puis on va pouvoir après ça naviguer dans les fichiers du serveur. Puis tout ça, ce serveur Windows 7 là, ben il est offert, disons, par Hack the Box. Donc ça va nous permettre aussi de faire une petite tournée de Hack the Box, de quoi ça a l'air si vous ne l'aviez pas déjà regardé par vous-même. Fait que sans plus tarder, grâce à la magie du montage, on va couper à moi qui présente Hack the Box. Ok. Donc ça, c'est Hack the Box, ici qu'on a ici. Donc en ce moment, je suis... Bon là, vous ne voyez pas à cause de ma face, là, mais je suis connecté sur mon compte Hack the Box. Puis c'est à ça que ça ressemble la page d'accueil. Donc ce qu'on va... Ah, en fait, on va faire un petit tour quand même. Ici, c'est un peu un overview de tout ce qui est offert par Hack the Box. Puis on a la même chose ici sur le côté. Ici, on va avoir accès à notre profil. Sur notre profil, on va avoir notre rank avec les différents points qu'on a fait selon le temps. Donc, des points, comment qu'on gagne ça? On gagne des points en hackant des machines. Donc, quand on va hacker des serveurs, ben, on va gagner des points. Puis, en gagnant des points, ben, on va augmenter notre rank. Ensuite, il y a façon de créer des équipes.
Ensuite, dans Lab, on va avoir ça dans le fond. Dans Lab, c'est toute la section où est-ce qu'on peut hacker des choses. C'est un peu là qui est le contenu de Hack the Box. Donc, on a le starting point qui est c'est fait pour les débutants. Donc, pas nécessairement autant, c'est quand même un peu plus difficile que Try Hack Me. Fait que ce que je vous recommande, c'est d'être quand même plus à l'aise dans Try Hack Me. Peut-être faire des rooms où est-ce que vous devez hacker complètement un serveur par vous-même. Donc, il y en a une qu'à la fin de la formation, là, dans la section pratique, je vous en ai mis une. Puis, ben, on va le voir tantôt pourquoi, là, mais dans le fond, Hack the Box est un peu moins beginner friendly que Try Hack Me. Fait que ce que je vous recommande, c'est commencer par Try Hack Me. Puis après ça, quand vous sentez que Try Hack Me c'est rendu, vous êtes à l'aise dans Try Hack Me, ou c'est plus trop difficile, ben vous pouvez vous lancer dans Hack the Box. Puis la section Starting Point, ben dans le fond, c'est une suite de machines à hacker, de serveurs à hacker, qui sont plus faciles justement pour faire une introduction. Fait qu'on a la liste ici. Donc on a Meow qui est la première, ensuite Fun, ensuite Dancing. Ça, c'est différentes box. Puis, ah ben voyez-vous, ils ont changé ça depuis la dernière fois. Ah ben c'est parfait. Ben dans le fond, ici on a une liste de tâches, un peu comme on a sur TryHackMe, qui vous guide un peu sur comment hacker la machine. Fait que vous pouvez comme compléter cette liste-là, puis ça vous fait apprendre un peu plus facilement. Ensuite, d'après moi, ce qui est la fonctionnalité principale de TryHackMe, c'est vraiment la section machine. C'est probablement, je pense que c'est la première feature qu'il y avait dans TryHackMe. C'était ça le concept derrière TryHackMe. Ça, toutes les autres, ça a été rajouté après. Mais machine, c'est vraiment ça, le core, le cœur de TryHackMe. Puis c'est différents serveurs. Différentes machines qu'il faut hacker avec différentes difficultés. Fait qu'à chaque semaine, il y a ce qui s'appelle les machines actives, puis il y a 10 machines actives qui sont accessibles gratuitement. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte payant pour ça. Ces 10 machines-là, vous pouvez toutes les faire gratuitement. Puis à chaque semaine, il y a une machine des 10 qui est retirée, puis est remplacée par une nouvelle machine. Ensuite, ces machines-là, ben, ils sont séparés en difficultés. Donc si je les mets en ordre de difficulté ici, on va voir que ici, il y en a 5 qui sont easy. On en a 5 qui sont medium. Ça veut dire qu'il y a plus que 10 box. Plutôt 6 medium. Cinq hard, puis 4 insane. Fait qu'on dirait qu'il y a 19 box il y a 19 machines qui sont accessibles gratuitement. Puis c'est ça, ils sont de easy à insane. Puis les machines qui sont actives, mais c'est ceux-là qui comptent dans les points de classement de Hack the Box. Donc, une fois que la machine est retirée des machines actives, ben, vous perdez les points que vous aviez gagnés à la hacker. Fait que ça vous force à toujours rester à jour dans les box si vous voulez garder votre classement. Ensuite, bon, pour continuer notre petit tour, les challenges, c'est un peu comme un CTF. Donc, vous avez différents challenges. Pareil comme dans un CTF, vous allez avoir des challenges web, des challenges de Open Source Intelligence, de Reverse Engineering. Ils ont ajouté récemment Game Pwn, donc c'est du hacking d'un jeu vidéo. Puis dans les web, ben, par exemple, ben, il va y avoir plein de challenges comme ça. Puis les challenges aussi, ils valent des points. Ils valent moins de points que les machines, mais ils valent des points pareils. Ça aussi, c'est une chose intéressante à regarder si vous souhaitez vous entraîner pour devenir meilleur en CTF. Mais ça peut être un bon endroit où se pratiquer, de regarder la partie challenge. Ensuite, la partie Fortress puis Endgame, c'est comme des machines, mais en plus hardcore, disons. C'est des réseaux complets de machines. Donc ici, là j'ai cliqué sur la forteresse iJet, ou plutôt Jet tout court.
Puis Jet, ben c'est 11 serveurs dans un réseau. Puis là, vous devez essayer pas juste de hacker un serveur, mais de hacker le réseau au complet. Puis des fois, il va falloir hacker un serveur, puis en hackant un serveur, vous allez avoir accès à d'autres serveurs qui étaient cachés derrière. Bon, là, c'est beaucoup plus difficile, puis il faut que vous ayez atteint un certain classement dans Hack the Box pour avoir accès à cette fonctionnalité-là. Puis les endgames, ben, c'est le même concept, mais c'est encore plus. Je pense que le réseau est encore plus gros, puis les machines sont encore plus difficiles à hacker. Donc c'est ça pour Fortress puis Endgame. Finalement, les deux dernières choses que je voulais vous montrer sur Hack the Box. Battleground. Battleground, ben, c'est la version plus jeu vidéo de Hack the Box. Déjà que Hack the Box, toute leur idée de marque, c'est de rendre le hacking le plus proche possible des jeux vidéo pour que ce soit le fun de hacker des choses. Ben là, c'est la version un peu de PVP, là, player versus player de Hack the Box, où est-ce que Server Siege, on va commencer par Server Siege, où est-ce que là, vous êtes soit 2 joueurs ou 4 joueurs, où est-ce que vous avez tous le même serveur, puis c'est le premier qui réussit à hacker le serveur qui gagne. Puis Cyber Mayhem, que je trouve que c'est vraiment le plus cool de ce qui est offert par Hack the Box, là, c'est vous êtes deux équipes, puis chaque équipe a des serveurs, puis vous devez protéger votre serveur, puis hacker le serveur de l'autre équipe en même temps. C'est le, Dans le fond, ça dure un certain temps, je crois, la partie elle dure comme une demi-heure ou 40 minutes. Puis vous devez réussir à aller chercher des flags que sur l'autre machine, donc c'est des fichiers texte avec une chaîne de caractères dedans. Fait que vous devez hacker le serveur de l'autre équipe, puis aller réussir à aller chercher ce flag-là, puis soumettre le flag dans le système pour gagner des points. Puis après ça, je pense à chaque 5 minutes, supposons, ben ça se reset, puis vous devez aller rechercher le flag encore. Fait que ça permet à l'autre équipe d'aller patcher leur vulnérabilité, donc aller corriger leur vulnérabilité pour vous empêcher d'aller rechercher le flag une autre fois. Puis vous, de votre côté, ben vous avez le même serveur aussi, fait que vous devez vous-même protéger votre serveur, puis patcher les vulnérabilités, faire des mises à jour, plein d'affaires comme ça pour éviter l'autre joueur de vous hacker. Fait que c'est vraiment, moi je trouve que c'est un concept vraiment insane. Fait que ça c'est Cyber Mayhem. Finalement, fait que je suis connecté sur Hack the Box Academy, puis je vais vous montrer de quoi que ça a l'air un cours de Hack the Box Academy. Fait que supposons que je prends le cours de Introduction aux applications web. Ben, ici on a la table des matières. Puis chaque page de la table de matière, ben, c'est un tutoriel qui vous explique un concept différent. Bon, c'est pas compliqué, c'est un tutoriel dans le fond. Puis les sections avec des petits cubes ici, ben à la fin vous allez avoir une section où est-ce que vous pouvez lancer une machine virtuelle qui va être dans votre browser. Puis il va falloir que vous répondiez à des questions pour pouvoir passer à la suite du tutoriel. Fait que c'est un petit mélange entre des tutoriels écrits puis une petite partie plus où est-ce qu'il faut que vous validiez ce que vous avez appris dans le tutoriel. Fait que ça c'est la section Académie de Hack the Box. Puis ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer de Hack the Box. Maintenant pour la démonstration, ce qu'on va aller voir c'est dans les machines. Puis moi j'ai un compte payant, fait que je vais aller dans les machines qui sont retirées. Puis dernière chose, les machines actives, c'est interdit de partager les solutions des machines qui sont actives, vu que c'est ce qui contribue au classement de Hack the Box. Ben, vous n'avez pas le droit de dire comment hacker les machines sur les machines qui sont encore actives. Par contre, vous avez le droit de le faire pour les machines qui sont retirées parce qu'ils comptent plus dans le classement. Fait que maintenant, vous pouvez, supposons, écrire un tutoriel sur comment hacker cette machine-là puis le partager sur Internet. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller voir dans les machines qui sont retirées. Les machines qui sont retirées sont accessibles seulement si vous payez. Moi, la machine que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la machine qui s'appelle Blue. En fait, je vais vous montrer. C'est pas compliqué, c'est la machine la plus facile. Donc si je le rate par user difficulty, donc quand le monde hack une machine, ils doivent évaluer la difficulté de comment que la machine était difficile à hacker. Fait comme ça vous donne une idée
Sort. Comme ça vous donne une idée, non seulement ils sont déjà marqués comme soit easy ou medium, mais là vous pouvez avoir une idée de comment que les autres joueurs ont perçu aussi la difficulté de la machine. Bref, on peut voir le average ici, que c'est le rating, disons, de la difficulté de la box. Puis le blue, ben, c'est le plus bas. C'est cela qu'on va essayer aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur Spawn Machine. Donc, ça va nous lancer, ça va Creating Instance. Donc, ça va lancer une machine virtuelle de cette machine-là. Puis ici, ben, vu que c'est une machine qui est retirée, on a des petits tags qui nous décrivent c'est quoi. Ça nous décrit un peu c'est quoi la machine. Donc, on sait déjà que c'est une machine Windows. On sait déjà que ça nous parle de la vulnérabilité. Tantôt, je vous parlais là, des chercheurs en vulnérabilité qui donnent des ID, des identificateurs uniques aux vulnérabilités. Mais on sait que ça parle de la vulnérabilité CVE 2017-01-44. Donc ça nous donne déjà quelques petites informations sur la box ici. On voit ici comment que le monde a raté la difficulté de la machine. On voit le système d'exploitation, on sait que c'est une Windows. Ensuite, on a un rating sur 5 étoiles, comment que le monde ils l'ont trouvé. Fait qu'est-ce que la machine était le fun à hacker ou était vraiment plate? Ben, c'est à ça que ça sert le rating là. Fait qu'elle a un rating de 4.4 sur 5 qui est quand même bon. On peut voir combien de personnes qui ont réussi à avoir l'utilisateur, donc le flag de l'utilisateur. Puis combien de personnes qui ont réussi à avoir le flag de l'administrateur. On peut voir ça fait combien de temps qu'elle a été released. Donc ça fait 1703 jours que cette box-là elle existe. Donc ça date probablement de 2017. Puis on voit c'est qui l'a fait. Pendant que je vous racontais ça, la machine elle a été créée, puis elle a l'adresse IP 10.129.223.125. Puis pour accéder à cette machine adresse IP là, il faut se connecter au VPN de Hack the Box. Donc comment on se connecte au VPN? C'est ici en haut à droite. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est se connecter aux machines à partir de... Dans le fond, on peut utiliser OpenVPN si on veut se connecter avec une machine virtuelle qu'on a sur notre poste à nous. Donc, si vous autres, vous avez installé Kali ou Parrot, ben, vous pouvez utiliser OpenVPN. Puis Pwnbox, ben ça, je pense qu'il faut payer pour avoir accès à ça. Puis c'est une machine virtuelle dans votre browser directement. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est prenez pas la peine de payer pour ça. Faites juste utiliser OpenVPN, c'est gratuit, puis vous allez utiliser votre machine virtuelle sur votre ordi à vous. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça marche mieux. Donc, bon, si vous le setupez par vous-même, vous avez juste à cliquer là-dessus, ça va vous expliquer comment tout le configurer. Moi, c'est déjà fait. Fait que je vais me diriger vers ma machine virtuelle. Et voilà. Je mets ça ici. OK. Fait que là, je suis sur ma machine virtuelle. Moi, j'utilise Parrot. Si vous utilisez Kali, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça s'applique tout à Kali aussi. C'est exactement pareil. Fait que moi, bon, j'ai des dossiers. J'ai un dossier pour Hack the Box. Dans machine. Moi, j'ai mon fichier OpenVPN ici. Fait que je vais aller me connecter à OpenVPN à partir de ce fichier-là. La commande, c'est sudo OpenVPN avec votre fichier. Fait que moi, c'est lab. Et voilà. Là, maintenant, mon mot de passe. Là, ça finit par Initialization Sequence Completed. Donc, ça veut dire qu'on est connecté au VPN. Parfait. Maintenant, moi, j'aime ça, me garder des traces de chacune des machines que je hack. Là, vous pouvez voir que Blue, je l'ai déjà fait. Mais j'ai rien là-dedans. Fait que je vais mettre ici. Je vais créer un nouveau terminal. Et voilà. Parfait. Maintenant, je reviens. On va voyager un petit peu entre Hack the Box et ma machine virtuelle. Je vais cliquer ici pour revenir à ma machine qui est active. Puis je vais copier cette adresse IP-là pour pouvoir l'utiliser dans ma machine virtuelle. Fait que ce qu'on va commencer par faire, c'est un scan Nmap. Fait qu'on va commencer par regarder
si le serveur y répond. Je vais faire nmap -sn pour notre scan, notre ping scan avec l'adresse IP. Là, ça a été pratiquement instantané, donc en 0.11 secondes. Il nous dit scan report pour ça, host is up. Donc parfait, ça veut dire qu'on est capable de communiquer avec le serveur. Fait que première chose qu'on va faire, on va faire notre scan que je vous parlais tantôt. Donc on va faire un SYN-scan. Donc nmap -ss pour SYN-scan. On va faire -p-. Fait qu'on va faire un scan de synchronisation, un SYN-scan sur tous les ports de la machine. Moi, ce que je vous proposais tantôt, c'était d'écrire -pn. Ici, ça change rien parce qu'on a fait un scan de... On a fait un ping scan tantôt, puis la machine, elle répondait. Fait qu'on sait que... On se rappelle le -pn, ce que ça fait, c'est que on fait un scan en prenant pour acquis que la machine, elle va répondre. Là, on sait déjà qu'elle va répondre, fait que ça sert à rien. Mais si la machine, elle répondait pas, ben on pourrait quand même écrire -pn, fait que ça ferait qu'on scannerait pareil, même si la machine, elle répond pas au ping. Là, ce qu'il nous dit, c'est ça nous prend les root privileges pour lancer ce scan-là. Donc, il faut qu'on utilise sudo. Fait qu'on va faire la technique que je vous ai montré tantôt. Sudo exclamation exclamation, ça va me faire sudo avec la dernière commande qu'on a lancée. Puis, il faut que je rentre mon mot de passe encore. Et voilà, ça nous lance notre commande nmap. Puis, pendant que ça roule, on va lancer notre notre Nessus. Fait que j'ouvre une nouvelle fenêtre, puis on se rappelle que j'avais... Ah ben ça c'est drôle. Il se souvient pas de mon alias. Ok, bon c'est pas grave. Je vais retourner dans mon PowerPoint pour revenir à... revenir à ma commande de tantôt pour lancer mon scanner. Il va falloir que je regarde pourquoi mon alias n'a pas marché. Ok. Fait que la commande que je voulais faire pour lancer Nessus, c'est /bin /system ctl start Nessus d.service. Et il me demande mon mot de passe encore. Ça a l'air d'être lancé. Parfait, ça on n'a plus besoin de ça. Le nmap a toujours pas répondu. Si je veux lancer Firefox pour aller voir mon Nessus. Ah, là on voit que nmap a répondu. Donc c'est parfait. Nmap, ce qu'il nous dit avec son SYN-scan sur tous les ports à l'adresse IP telle affaire. À l'adresse IP, j'allais dire telle affaire. À l'adresse IP 10, 129, 223, 125. Ce que ça nous dit, c'est que tous ces ports-là sont ouverts. Puis il a même été capable de savoir c'est quoi ces services-là. Donc on a 135, 139, 445 avec ces ports-là aussi. Fait que c'est parfait. Maintenant, on va lancer un méga scan sur ces ports-là. Donc, -sv, en fait, non, on va faire -a. Comme ça. -p, puis on va écrire tous les ports ici. Donc, 135, 139, 445. C'est ce que ça nous a sorti, notre scan nmap. Puis finalement, on retourne à Actbox ici. On vient recopier l'adresse IP. Ok. Bon, pendant que ça roule, on va aller voir notre Nessus. Je me suis fait un bookmark, là, donc un favori avec l'adresse de Nessus, mais l'adresse de Nessus, c'est pas compliqué. C'est localhost, puis je pense que c'est 8834. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est vraiment ça. Ok, il fallait juste mettre le HTTPS. Fait que, HTTPS,
localhost 8834. Puis là ici, ça dit qu'il y a un problème parce que c'est pas du vrai HTTPS. Mais c'est pas grave parce que c'est notre adresse locale, donc on sait qu'il n'y a pas de problème de man in the middle si on fait juste communiquer avec nous-mêmes. Si vous savez pas de quoi que je parle, on parle de HTTPS dans la formation sur les réseaux. Donc, tout ce que moi je vais faire ici, je vais aller dans Advanced, puis je vais aller dans Accept Risk. Puis ça m'apporte à Nessus. Vous autres, si c'est la première fois que vous lancez Nessus, il va vous demander de vous créer un compte. Donc, moi j'ai juste créé un compte qui est le même nom d'utilisateur puis le même mot de passe que mon nom d'utilisateur de ma machine. Bref, c'est pas important, faites juste vous créer un compte avec un nom d'utilisateur puis un mot de passe. Tiens, je vais me faire Remember Me ici. Attends. Puis là, Nessus me dit bonjour, bienvenue à Nessus. Donc, vous autres aussi, ça va vous faire ça. La première fois que vous vous connectez. Puis il vous dit, ben, pour commencer, on vous propose de lancer un Host Discovery Scan. Donc, un scan de découverte du système d'exploitation pour identifier les différents actifs qui sont sur votre réseau et qui peuvent être scannés. Les actifs qui sont découverts avec le scan de découverte peuvent pas être plus que 16, donc ça c'est la limite de la version gratuite. Fait que la version gratuite, la limite, c'est qu'on peut pas scanner plus que 16 actifs à la fois. Donc c'est pas, pour vrai, c'est vraiment pas trop pire comme limite là. Donc il y a façon de tirer beaucoup de valeur de Nessus malgré cette limite-là. Fait qu'ils nous disent, rentrez vos cibles ici. Donc ça peut être des adresses IP IPv4, des adresses IP IPv6. Pour les adresses IP, vous pouvez l'écrire soit avec des slash ou avec des petits tirets, dans le fond pareil comme Nmap. Fait que ben, c'est parfait, moi je vais rentrer mon adresse IP ici de ma machine Octobus. Fait qu'il run son petit scan. Puis il nous dit, oui, ça a répondu, probablement qu'il a fait un ping scan derrière. Donc il dit, Nessus a trouvé ce host-là dans la liste. Donc probablement que si il spécifiait un slash avec, supposons, slash 24, ben là il ferait un ping scan sur chacune des adresses IP. Puis il garderait lesquelles qui répondent. Puis après ça, ces adresses IP-là, il se listerait ici dans le petit tableau ici. Là ici, j'ai juste spécifié une adresse IP. Fait que, ben il y a juste une adresse IP qui arrive. Ensuite, ce qu'il nous propose, c'est de lancer un Basic Network Scan. Fait qu'on va voir tantôt, pendant que le scan est en train de se produire, on va aller voir c'est quoi tous les scans qu'on peut lancer avec Nessus. Mais là, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'on lance un Basic Network Scan parmi les hosts qu'on a sélectionnés. Puis il nous rappelle qu'on a une limite de 16. Parfait. Fait que moi, je lance ce scan-là et il va lentement lancer son scan. Fait que pendant qu'il fait ça, là c'est normal qu'il n'y a pas de host qui est en train il n'y a pas encore de host décrit, il va finir par s'afficher. Ah, et voilà. Fait que là on voit qu'il a déjà trouvé 15 vulnérabilités. Puis en fait, c'est pas des vulnérabilités, les vulnérabilités sont classées par criticité. Fait que ça va de critique qui est le pire à informationnel, que c'est pas vraiment une vulnérabilité critique, c'est juste de l'information à propos de la cible. Fait que là, il y a déjà 15 petites notifications d'informations sur la cible. Fait qu'on va le laisser continuer son scan. On voit qu'il est encore en train de scanner. Puis on va aller voir dans les scans. Fait qu'en ce moment, je suis dans All Scan ou je peux aller dans My Scan. Dans le fond, My Scan puis All Scan, c'est quand MyScan, ça va être pour votre utilisateur, puis AllScan, c'est si vous étiez plusieurs utilisateurs, ben là, vous pouvez vous partager des scans entre utilisateurs. Là, ici, ça s'applique pas pour moi parce que je suis le seul qui va utiliser ce Nessus-là. Donc, je vais aller voir dans New Scan. Puis ça, c'est tous les scans qu'on peut faire. Ceux-là qui c'est écrit Upgrade, ça veut dire qu'on peut pas les faire avec la version payante, avec la version gratuite. Mais ceux-là qu'il n'y a pas Upgrade dessus, ça veut dire qu'on peut les faire. Fait qu'on a plein de
scans différents. On voit le host discovery qu'il a fait au début. Puis on voit qu'il n'y a pas de plugin qu'on peut ajouter. Mais les plugins, ça va être différents scripts pour différents types de cibles. Fait que lui, vu que c'est juste le host discovery, ben, fort probablement que derrière ce bel écran-là, c'est juste un SynScan Nmap qui roule derrière. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de plugin qu'on peut mettre là-dessus vraiment. Il fait juste regarder, il fait juste un scan de reconnaissance. Parfait. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est le Basic Network Scan. Fait que, dans le fond, ce qui va nous permettre de faire, Nessus, c'est de lancer un nouveau scan. Fait que ici, je pourrais donner un nom à mon scan. Je vais l'appeler mon scan. Je peux même me mettre une description pour me retrouver. Fait que je peux mettre, supposons, Hack the Box. Bon Dieu, c'est pas facile. Ok, Hack the Box. Le folder, ben moi je dis que je veux sauvegarder mon scan dans mes scans. Ici, je peux mettre mon target de tantôt. Puis je vais pouvoir tout configurer mon scan. Fait que je peux le schedule. Fait que je pourrais décider qu'il va pas partir tout de suite, il va partir plus tard. Fait que je pourrais faire un scan pendant la nuit, supposons. Je peux me connecter à un serveur mail si je veux que Nessus m'envoie un courriel par rapport à mon scan. Ensuite, dans la section Discovery, il me permet soit de scanner les ports les plus communs, donc pareil comme Nmap, où est-ce que là, il scanne probablement les 1000 ports les plus communs, ou scanner tous les ports, ou il spécifie exactement quel scan qu'on veut scanner. Ensuite, la section Assessment, ben là, ça rentre dans la section plus scanner de vulnérabilité. Donc, on peut faire soit par défaut, donc on va lui laisser faire ses scans qu'il fait d'habitude. On peut faire des scans pour les vulnérabilités web qui sont connues, des scans pour les vulnérabilités web, les scans les plus rapides, ou les scans plus complexes mais qui vont prendre plus de temps, ou custom, où est-ce que là on va pouvoir spécifier quel scan qu'on va faire exactement. Ensuite, on peut spécifier qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse comme rapport après le scan. Puis dans l'avancée, on va pouvoir spécifier des affaires par rapport à la performance du scan. Fait que si on veut qu'il envoie des scans vraiment rapidement, quitte à faire planter le serveur ou envoyer des scans plus lentement, peut-être pour éviter de trigger un firewall, des choses comme ça. Ensuite, ça c'était dans les settings. Dans les credentials, on va pouvoir rajouter, supposons, un mot de passe puis un nom d'utilisateur mot de passe pour qu'il se connecte en SSH sur la machine, des choses comme ça. Puis plugin, c'est là qu'on a toutes des choses qu'on pourrait rajouter à notre scan. Fait que nous autres, supposons, on sait que c'est un serveur Windows. Fait qu'on pourrait rajouter tout ce qui est en lien avec Windows. Fait que moi, je veux que tu me rajoutes les 5437 scripts d'identification de vulnérabilité de Windows. Après ça, ceux-là aussi de Windows Bulletin, puis de Windows User Management. Fait que là, ça va nous ajouter tous ces scripts-là. Puis là, je pourrais faire save, puis ça va me créer un nouveau scan avec cette configuration-là. Puis je vais pouvoir scanner ma cible avec ça. Fait que c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment rentrer. En fait, c'est là qu'on voit tout le but de faire de la reconnaissance active puis de la reconnaissance passive. Parce que plus on est capable de trouver de l'information sur notre cible, ben plus on va être capable de faire après ça des scans de vulnérabilité qui sont précis par rapport à cette cible-là. Ensuite, on vient dans New Scan. Pour toutes les autres scans, je vous invite à les explorer par vous-même, puis à vous familiariser avec. Puis on va aller voir nous autres on va aller voir le scan qui a été fait. En fait, on va aller voir si notre headmap a fini. Puis oui, en effet, notre headmap a terminé. Notre headmap, ce qu'il nous dit, c'est là maintenant, on a beaucoup plus d'informations par rapport à nos services qui roulaient sur les ports qui sont ouverts. On a plein d'informations intéressantes ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller chercher, voir s'il y a des vulnérabilités par rapport à ces
à ces services-là. Fait qu'on va simplement refaire exactement la même commande que tantôt, mais, puis là, en fait c'est juste parce que j'ai oublié de l'ajouter tantôt, là. Mais on va ajouter le -script égale vuln ici, puis ça va nous faire un scan de vulnérabilité. Bon, on dirait que j'ai fait une erreur. Ok, c'est vuln, pas de S. Fait que, grâce à la magie du montage, on va voir qu'est-ce que ça a donné après. Ok, donc on est de retour. Là, ce qu'on voit, c'est que en rajoutant -script égale vuln, pas de S, on a de la nouvelle information. Et cette information-là se retrouve ici. Ce qu'elle nous dit, c'est son script qui s'appelle smb vuln ms17010. Ça dit vulnérable en gros, donc le script a confirmé que le serveur est vulnérable. Puis ça dit Remote Code Execution Vulnerability dans Microsoft SMB V1 Server. Et il nous dit ici c'est quoi le ID. Donc le CVE 2017-0143. On sait que la criticité est élevée. Ça nous dit, bon, c'est une petite description qui dit une vulnérabilité critique de Remote Code Execution qui existe dans Microsoft SMB V1. Et il nous met ici des liens pour en apprendre plus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une Remote Code Execution, ça veut dire que on peut exécuter du code sur le serveur à distance. C'est une exécution de code à distance. Ça, c'est la vulnérabilité la plus critique un peu qu'on peut imaginer. C'est dans le fond, on réussit à se connecter à distance sur un ordinateur. C'est le pire que vous pouvez faire. Ben, c'est le pire qu'un hacker malveillant pourrait faire à un serveur. C'est se connecter à distance parce qu'après ça, tu peux faire tout ce que tu veux avec le serveur. Fait que déjà, c'est très prometteur pour nous, en tout cas, en tant que hacker. Ça dit que le serveur est vulnérable à une exécution de code à distance. Ensuite, SMB V1, c'est quoi? Ben, c'est Microsoft Samba Share. Donc, c'est. Là, faut pas que je me trompe, mais je pense que c'est un service de partage de documents. C'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est le ID ici qu'on va aller chercher sur les internets pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Ce qu'on va aller voir ici, c'est cve.mitre.org. Donc, c'est ça l'organisation dont je vous parlais qui répertorie toutes les vulnérabilités. Donc ici, on a le ID qu'on parlait tantôt, puis c'est une description de la vulnérabilité. Donc c'est pas mal la même description qu'on va avoir tantôt dans Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2012. Ça nous dit dans le fond toutes les versions de Windows qui sont affectées. Ça dit tous les attaqueurs à distance peuvent exécuter du code via des paquets qui sont faits d'une façon précise. Donc, qui sont craftés. Donc, il dit also known as Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability. D'accord. Maintenant, on va aller voir notre Nessus. Qu'est-ce qu'il nous a dit, lui? Ok, ok. Le premier, c'était le Host Discovery. Puis là, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le Basic Network Scan. Puis ce qui nous sort, c'est, on voit qu'il est complété ici. Il nous dit 80% de ce que j'ai trouvé, c'est informationnel. J'ai pas trouvé de l'eau. J'ai trouvé 8% de médium, 8% de élevé, puis 4% de critique. Si on clique là-dessus, on va pouvoir voir plus d'informations. Ça, c'est toutes les vulnérabilités qu'il a trouvées. Il a trouvé plusieurs trucs qui sont informationnels. Donc, il va nous dire, supposons, OS Identification. Il va nous dire que le Remote Operating System, c'est un Windows 7 professionnel. Il est certain à 99% que c'est ça.
OK. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va trouver dans la section informationnelle. Maintenant, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est on va aller voir c'est quoi le critique puis le LV. Nous. Fait que ici, on a dans... il y avait un folder ici. Où est-ce que là, on a des vulnérabilités, on a une vulnérabilité critique. Donc, ça nous dit la version de Windows est plus supportée. Et ça veut dire que ça veut dire que Microsoft supporte plus cette version-là de Windows. Ça veut dire que c'est pas recommandé d'utiliser cette version-là. Fait que c'est pour ça qu'ils disent, ben, fort probablement qu'il va y avoir des vulnérabilités sur cette version-là, parce que c'est une version qui est plus supportée par Windows. Ce qui est bien avec Nessus, c'est qu'il va non seulement vous expliquer c'est quoi la vulnérabilité, mais il va aussi vous expliquer c'est quoi que vous devez faire pour régler votre vulnérabilité. Fait que c'est ça la description pour solution. Il nous dit solution, mettre à jour Windows. Ok, donc moi ce qui attire mon attention, c'est le mot ici en majuscule Eternal Blue. Donc je vais cliquer là-dessus. Puis ça nous dit que le SMB serveur Windows est vulnérable à Eternal Blue. Ça nous dit qu'il y a plusieurs vulnérabilités d'exécution de code à distance sur SMB v1 à cause de la mauvaise utilisation de paquets SMB. Ce qui fait que un attaquant non identifié peut exploiter ces vulnérabilités-là pour exécuter du code à distance. Fait que c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Après ça, il nous dit ici Eternal Blue, Eternal Champion, Eternal Romance, Eternal Synergy sont 4 de plusieurs vulnérabilités et exploits qui ont été mis publics par un groupe qui s'appelle Shadow Brokers et le ransomware WannaCry qui utilisait ces vulnérabilités-là. Fait que c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Nous autres, on veut exploiter la vulnérabilité Eternal Blue. Fait que ce qu'on va utiliser, là jusqu'à maintenant, on a vu comment faire un scan pour la reconnaissance active. On a vu comment faire un scan de vulnérabilité. Donc là maintenant, on est capable de lister en tout cas une partie des vulnérabilités qui sont sur la machine à partir de scans de vulnérabilité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est exploiter les vulnérabilités parce que c'est le bout le plus fun. Fait que je me lance une nouvelle fenêtre, une nouvelle console. Puis je vais utiliser un outil qui s'appelle Metasploit. Donc la commande pour lancer Metasploit, c'est MSF console. Donc c'est la console Metasploit. Ça va prendre un petit peu de temps à charger. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer c'est quoi. Metasploit, c'est un framework, c'est un gros outil gigantesque où est-ce que le monde font développer des exploits, comme j'expliquais tantôt. Mais là, ça va rassembler des exploits qui me permettent d'exploiter littéralement la vulnérabilité. Donc c'est un peu comme Nessus, où est-ce que Nessus c'était des scripts pour découvrir des vulnérabilités ou détecter des vulnérabilités. Ben là ici, Metasploit, c'est des scripts qui nous permettent d'exploiter une vulnérabilité. Donc Metasploit, c'est un peu la façon la plus facile d'exploiter une vulnérabilité. Vous avez juste à y spécifier qu'est-ce que vous cherchez comme vulnérabilité, puis il va vous dire s'il y a un script qui permet d'exploiter automatiquement cette vulnérabilité-là. Puis s'il y en a un, ben vous pouvez juste l'utiliser, puis ça va exploiter la vulnérabilité. Fait que ma première commande que je vais faire, c'est search. Donc je vais chercher une vulnérabilité, puis moi je cherche pour Eternal Blue. Puis il me dit qu'il a trouvé 5 scripts, mais je vois que dans le premier, c'est écrit Eternal Blue dedans. Donc je vais essayer celui-là. Fait que pour l'utiliser, je copie le nom au complet ici. Je vais écrire use. Puis je vais coller le nom de la vulnérabilité que je vais utiliser. Parfait. Là maintenant, ce que je veux, c'est configurer mon script pour pouvoir après ça le lancer. Fait que pour le configurer, j'écris option avec un S. Puis là, ça me sort toutes les options pour que je puisse configurer mon script. Les options qui vont m'intéresser, c'est rhost, que c'est le target. Fait que pour modifier une option, on utilise set ici, S-E-T, avec le nom de l'option, donc rhost.
Puis je vais aller choisir mon adresse IP. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voudrais modifier? Le port, on voit que c'est le port 445 qu'on avait vu tantôt sur Nmap, fait que c'est parfait. Ensuite, on pourrait spécifier des noms d'utilisateurs mots de passe, mais ici c'est pas required, fait qu'on va pas les spécifier. Dans notre cas, de toute façon, on n'en a pas. La seule chose qu'on veut changer ici, c'est l'adresse IP ici. Ça, c'est mon adresse IP locale de mon réseau mon réseau Wi-Fi. Moi, ce que je veux, c'est utiliser l'adresse IP de ma connexion VPN Hack the Box. Fait que ça, pour utiliser ça, je vais faire set lhost. Puis j'ai juste à écrire TUN0, donc Tunnel 0, que ça, c'est ma connexion VPN. Fait que quand je vais écrire ça, il va comprendre que je veux utiliser mon adresse IP liée à mon VPN. Que si je réécris option encore, là maintenant ça devrait avoir changé. On voit qu'il a sauvegardé la cible que je voulais, le remote host. C'est lui que je veux attaquer. Puis il a changé aussi TUN0 pour le localhost. Parfait. Fait que là, mon script est configuré. Ce qui me reste à écrire, c'est exploit pour que Metasploit il exploite la cible. Là, on va le laisser faire sa magie. OK. Fait que là, ce qu'il nous a dit, bon, il nous a donné un peu d'informations sur qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Là, finalement, il a écrit en gros win. Puis il a dit la dernière commande, dans le fond, c'est celle-là qui nous donne l'information qu'on veut. Ça dit, il a créé une session metteur-prêteur. Donc, on va parler, c'est quoi metteur-prêteur? Sur l'adresse IP 10.129.223.125. Ça, c'était notre cible. Une session metteur-prêteur, c'est un shell. En fait, c'est un reverse shell. Un shell, c'est quoi? C'est une console. Ça, c'est un shell, ce qu'on voit là ici. Donc, en ce moment, je viens d'ouvrir un nouveau shell dans lequel je peux écrire des commandes. Ben, un reverse shell, c'est un shell qui est exécuté sur un autre serveur, mais que je contrôle à partir d'un client. Fait que c'est ça qu'on va utiliser quand on veut écrire, quand on veut faire des commandes à distance sur un serveur. D'habitude, on va on va réussir à lancer un shell sur la serveur, puis on va faire que le serveur il écoute qu'est-ce qu'on lui envoie. Nous autres nous autres en tant que client. Fait que le client va envoyer des commandes au serveur, le serveur va l'exécuter, puis il va nous envoyer la réponse. Ça s'appelle un reverse shell. Ben, un metteur-prêteur shell, c'est le reverse shell qui est propre à Metasploit, puis qui va nous donner quelques fonctionnalités propres à Metasploit. Fait que Metasploit va pouvoir interagir avec le reverse shell pour rajouter des fonctionnalités de plus grâce à Metasploit. Fait que c'est un reverse shell plus plus dans le fond. Fait que là, ça, ce que ça veut dire, là, on a metteur-prêteur avec la petite flèche. Là, ça veut dire que je suis en train d'exécuter du code sur la machine Windows. Fait que metteur-prêteur, ce qui est bien, c'est que il y a plusieurs commandes qui sont les mêmes que les commandes Linux. Fait que je peux faire des commandes Linux sur un serveur Windows. Ce qui est vraiment pratique quand vous êtes comme moi puis que vous connaissez pas Windows du tout, du tout. Fait qu'à la place de... C'est toujours bien de connaître les commandes Windows par cœur. Mais moi, je trouve ça mieux faire des commandes Linux. Fait qu'on va commencer par un ls. Ça, ce que ça va nous faire, c'est que ça nous liste tous les fichiers. Fait que là, je suis littéralement connecté sur le serveur Windows. Puis là, je viens de faire la liste de tous les fichiers qu'il y a à l'endroit où est-ce que je suis sur le serveur Windows. Fait qu'on voit qu'il y a des points .exe, des points .dll. Ça, c'est des trucs qu'on va retrouver juste sur des serveurs Windows. Fait que ça me prouve vraiment que je suis rentré dans le serveur Windows 7. Là. Fait que là, bon, je suis clairement dans un folder que je voudrais pas. Là. Un dossier que je voudrais pas. Fait que je vais changer de dossier, je vais utiliser CD. Puis je vais aller
premièrement dans le C. Donc le C, c'est là qu'il y a les documents, qu'il y a les, les desktops. On va aller dans le C. On va faire ls cd c peut-être. Ok, c'est bon. Là, je suis rendu dans C. Puis là, vous allez probablement être un peu plus familier avec ce qu'on voit là. Donc, on a le dossier Windows, dossier User, euh, Programme Files. Fait que ce qu'on va aller voir, c'est, on va premièrement aller voir dans User. Puis là, c'est là qu'on comprend tout le sens de la roue qu'on parlait tantôt d'un test d'intrusion. On a fait notre reconnaissance, on a fait toute la reconnaissance du serveur, on a listé les vulnérabilités qu'il y avait dessus, on a exploité une vulnérabilité, donc la phase d'exploitation, on a utilisé Metasploit pour faire ça. Puis maintenant, je suis rendu sur le serveur Windows 7, donc j'ai vraiment hacké le serveur Windows 7. Je suis rendu à faire la reconnaissance. Fait que là maintenant, je suis sur un serveur que je connais pas. Faut que je commence à lister les fichiers qu'il y a dessus, qu'est-ce qui se passe sur ce serveur-là, est-ce qu'il y a de l'information intéressante, y a-t-il des fichiers avec des mots de passe ou des choses comme ça. Fait qu'on revient dans la nouvelle phase de reconnaissance, fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Fait qu'on va se promener sur ce serveur-là, on va voir si on peut trouver. Ce qu'on cherche, c'est le flag du user puis le flag de l'administrateur. On va commencer par aller voir dans user, voir c'est quel user qui est là. Donc cd user ls. On voit qu'il y a un user qui s'appelle Harris, puis l'administrateur. Nous autres, on peut voir tous les utilisateurs, défauts, publics. On va commencer par aller voir dans Harris, voir qu'est-ce que lui il a dans ses affaires. On va commencer par, là maintenant, c'est toutes les données qu'on a de l'utilisateur Harris. Ben pas toutes les données, mais plutôt tous les dossiers qu'il y a dans son compte utilisateur. On va aller voir dans son bureau. Sur son bureau. Donc cd desktop. Et on vient de trouver le flag de l'utilisateur. Donc user.txt ici. Fait que si je voulais regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je ferais user.txt. Puis ça me donne le flag ici. Fait qu'après ça, je pourrais rentrer ce flag-là. Je ferais copier ici. Je m'en vais voir dans Hack the Box. Je fais submit flag. Puis là, je soumets le flag. Puis là, normalement, il serait accepté. Sauf que là, ça dit, ben, le user a déjà été... Dans le fond, j'avais déjà fait la box. Fait qu'il peut pas l'accepter une deuxième fois. Mais si c'était la première fois, il me ferait une belle petite animation qui dit « Hey, bravo, t'as réussi à hacker l'utilisateur. » Là, ici, c'est pas très compliqué. C'est la box la plus facile, là. La machine la plus facile. Dans le fond, la façon d'avoir le flag de l'administrateur, c'est juste d'aller voir sur le bureau de l'administrateur. Fait qu'on fait cd point pour revenir. cd point encore pour revenir à la liste d'utilisateurs. cd administrateur. ls cd desktop. Là, j'ai root.txt qui est le flag de l'administrateur. Fait que quand je fais 4 ici, 4 root.txt, j'ai le flag de l'administrateur aussi. Je reviens ici. Et normalement, ben, ça me dirait félicitations, vous avez réussi à hacker l'administrateur. Fait que c'était ça la petite démo que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les scans Nmap. On a eu quelques exemples de scans Nmap. Si je suis capable de revenir à ça ici. Fait qu'on a vu comment utiliser les scans Nmap. On a vu comment identifier les différents services qui roulent sur le serveur. On a vu comment identifier c'est quoi le système d'exploitation. On a vu comment utiliser la fonctionnalité de script d'identification de vulnérabilité de Nmap aussi. Parce que là, on a vu qu'il est vulnérable à CVE 2017-01-43, qui est la vulnérabilité Eternal Blue. Ensuite, on a utilisé Nessus pour faire un scan de vulnérabilité aussi, pour qu'on puisse comparer un peu avec Nmap. Nmap aussi nous a trouvé la vulnérabilité Eternal Blue. Là, si on était dans un vrai test
un vrai test d'intrusion, on ferait pas juste exploiter la vulnérabilité ici. Il faudrait qu'on lise chacune des vulnérabilités qui sont sorties, puis qu'on essaie de comprendre exactement c'est quoi cette vulnérabilité-là. Est-ce qu'on peut les exploiter? Est-ce qu'il existe des exploits en ligne ou dans Metasploit, des affaires de même. Donc on ferait tout ça. Donc là, juste pour le bien de la démo, j'ai simplement utilisé Eternal Blue. Fait qu'on a vu les scans de vulnérabilité avec Nessus ici. Ah, pendant que je pense, on peut générer un rapport Nessus. Fait que je peux générer un rapport PDF. Je vais dire, génère-moi un rapport détaillé de chacun des hosts. Donc moi j'ai juste un host. Et j'ai dit, génère mon rapport. Et voilà, c'est quoi ça là. Fait qu'on a un beau rapport PDF avec, là on a vulnérabilité par host, puis on a juste un host dans notre scan. Puis ça va nous lister les vulnérabilités avec un code de couleur selon leur criticité, la description, la solution. Puis on a ça pour toutes les vulnérabilités qui sont sorties par le rapport. Fait que ça, des fois, ça peut être pratique aussi. Donc, on a vu comment utiliser Nessus. Je vous laisse regarder les différents types de scans que Nessus a à offrir. Puis finalement, on a vu aussi comment utiliser Metasploit pour chercher des exploits de différentes vulnérabilités, les configurer, les utiliser pour hacker quelque chose. Puis finalement, ben, on a vu aussi un petit peu comment que Hack the Box fonctionne. Fait que, on revient à la présentation pour voir la dernière section qui est la section de pratique. Alors, pour vous pratiquer. Encore une fois, c'est surtout des Room Try Hack Me que je vous ai sortis aujourd'hui. Deux rooms pour Nmap. Further Nmap, je l'avais déjà proposé dans le cours des réseaux. Mais je vous le repropose quand même si jamais vous ne l'aviez pas déjà fait. Il y a aussi Nmap 01 qui est un autre room aussi qui parle plus de Nmap, plus en profondeur, qui parle des différents types de scans. Je pense que ça parle des scans de vulnérabilité aussi. Donc pour maîtriser Nmap, je vous recommande ces deux rooms-là dans TryHackMe. Il y a une room TryHackMe sur Nessus aussi qui va vous parler des différents types de scans. Fait que là, aujourd'hui, je suis pas rentré en détail dans les différents types de scans, mais cette room-là, elle le fait. Fait qu'elle vous présente les différents types de scans. Je vous recommande fortement d'aller voir cette room-là pour aller en apprendre plus. Ensuite, pour Nmap et Nessus, ben, comme je vous ai dit tantôt dans les sources, je vous recommande le cours de INE avec le lien ici. Puis finalement, je vous en ai parlé un petit peu tantôt aussi. Utiliser Nmap, Metasploit et plus encore, dans le fond, vraiment partir de la reconnaissance jusqu'à l'exploitation. Donc, hacker quelque chose par vous-même. J'ai mis un peu plus difficile. Ça va vous demander peut-être un petit peu de recherche Google. Ça va vous demander peut-être un petit peu de recherche Google, mais ça risque d'être très proche de ce que je vous ai fait comme présentation aujourd'hui, sans être la même vulnérabilité. Donc, ce sera pas pareil, mais ça va être similaire. C'est la Room Try Hack Me ici qui s'appelle Ice. Donc, encore une fois, tout ce qui est ici, c'est tout gratuit. Je vous invite à en profiter. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que cette formation-là est plus longue que les autres. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais vous mettre ici à la page de conclusion. C'est ça, salut!